Bonjour et bienvenue à tous au troisième épisode du podcast de La Causerie, le nouveau rendez-vous, plus très ponctuel pour l'instant, donc on va vite faire ça. Alors avec nous aujourd'hui Amalric en Master 2 à Toulon, c'est bien ça, C'est ça. qui suivra notamment les petits championnats croates et spécialiste Montpellier également. Et avec nous Thomas, étudiant à l'Académie ESJ à Lille. Ouais, Thomas, c'est bien exact. ça? Salut à tous. Ouais, c'est ça. Qui était déjà avec nous, présent sur le premier podcast. Alors, on va rapidement rappeler aujourd'hui les différents scores, les différents résultats. On va faire un petit tour de l'Europe, des championnats qui ont repris. On va évidemment parler de la Ligue 1 avec un focus particulier sur le PSG-OM et sur le Montpellier-Nice, où Amalric a été directement au stade. Il pourra nous en parler mieux que quiconque. Et on pourra ensuite faire un petit récapitulatif du retour de la Première Ligue, avec notamment un petit focus sur le Liverpool-Leeds, qui était très intéressant, sur le Tottenham-Everton avec les débuts du gros mercato de Everton. On se projettera aussi, bien évidemment, que ce soit en France et pour l'Angleterre, sur les matchs qui vont suivre bientôt. On rappellera évidemment les résultats espagnols et on se remémorera une actualité d'il y a très longtemps, évidemment, la Ligue des Nations, avec quelques résultats internationaux et un rapide débrief des différentes grandes sélections. Alors, on commence tout d'abord avec, évidemment, le classique. On ne peut pas y échapper. C'est le PSG-OM d'hier soir, 21h. Alors, je ne sais pas, vous les gars, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce match? Amalric, vas-y, peut-être. Ouais, bah moi du coup, c'était quand même un match assez spécial parce que en plus au départ il devait manquer donc la moitié de l'équipe après la fameux séjour à Ibiza. Et bon, au final, voilà, à part Mbappé, il y avait tous les gros joueurs, donc on va dire que Paris n'avait plus vraiment d'excuses. Mais ça restait quand même un match assez spécial. Et bon, surtout au vu de la situation générale. Et au final, j'ai trouvé quand même très tendu comme un classico, mais peut-être plus que d'autres. Et bon, ça s'est très mal fini. On espère que voilà, le Alvaro n'aura pas vraiment prononcé ses insultes racistes. Et donc on va voir aussi, on va attendre la décision de la LFP sur toutes les sanctions après cette fameuse fin de match. Et aussi les nombreuses déclarations que ce soit de l'entraîneur marseillais ou du directeur sportif parisien. Et Ouais. donc, on rappelle, ils passeront en commission de discipline mercredi à 18h, normalement. On tiendra informé, évidemment. Ouais, ils auront du travail là, parce qu'effectivement, hein, ce match-là, il y aurait tellement de choses à dire, évidemment, mais peut-être plus effectivement sur l'extra-sportif que sur le sportif hier soir, parce que on a vu un spectacle, en tout cas en termes de foot, qui était quand même très limité. Et quand vous avez un match qui se déroule de cette façon, c'est quand même compliqué d'avoir du beau jeu, hein. Je pense qu'on est tous d'accord. Après, on pourra aussi parler des cas individuels, mais l'image globalement qu'on conserve après ce match-là, euh, il y a de quoi quand même se mordre les doigts encore une fois, parce que l'image que ce match-là donne de la Ligue 1, on peut dire que c'est classique, on peut dire que c'est un match tendu. Les PSG Marseille, ce sont toujours des matchs tendus, des matchs particuliers, on le sait. Mais en arriver à ce point-là de pétage de plomb, de crise de nerfs, effectivement, je crois que les joueurs hier n'ont pas donné une bonne image de la Ligue 1 en général, mais surtout parce qu'ils n'ont pas donné de spectacle. Et s'il y avait eu du jeu et que derrière ça se fritait, etc., ça on peut le comprendre avec l'enjeu, etc. Mais hier, il n'y a ni eu spectacle et on a eu malheureusement cette fin de match qui s'est déroulée ainsi. Donc il y a aussi des choses à dire hein, sur les cas individuels. Oui, c'est plus d'un point de vue peut-être footballistique, même du jeu pur, on peut vraiment être déçu, quoi. Parce qu'après, dans l'intensité, ça me paraît normal pour un match entre rivaux de la sorte. Ça serait pareil en Angleterre, ça serait pareil en Espagne, ça serait pareil en Italie également. Oui, je trouve que c'est surtout sur le jeu où on a vu dès le début Paris mettre sans ballon, je trouve, une très belle intensité, un très beau pressing qui a été réalisé. On a vu que l'OM n'arrivait pas du tout à ressortir le ballon pendant les 30 premières minutes. Et sur la seule occasion, sur la seule situation où l'OM réussit vraiment bien à sortir avec Camara qui casse une ligne balle au pied
et qui réussit à gratter la faute directement sur le coup de pied arrêté qui suit. Il y a Payet qui met ce caviar sur Thauvin et ça rentre. Après, ça s'est clairement affaibli. Le pressing du PSG était plus haut niveau. L'OM a pas eu une sortie de balle parfaitement exécutée non plus. Alors que, par exemple, même un Tchaeta Tsar qui est très très fort depuis quelques temps et qui se remet très bien de cette première partie de saison dernière où tout le monde l'avait flagellé. Non, je trouve il s'était bien remis. Là, c'est dommage, on avait beaucoup d'erreurs de relance. À noter quand même d'un point de vue plus spécifique également, on peut citer les très bons matchs de Rongier et Camara. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Ah oui, oui, surtout Camara, hein, qui fait un match impressionnant. Il est sérieux et puis on voit qu'il est, je veux dire, c'est facile pour lui. Il y a ce sentiment un peu qui transparaît, c'est que il va récupérer la balle au milieu et l'OM il a vraiment un pilier au milieu de terrain et c'est essentiel, hein, pour une équipe comme Marseille qui a besoin quand même d'avoir des joueurs sur qui compter. Camara, il est malgré son jeune âge déjà un pilier de cette équipe, hein. Très serein, balle au pied notamment, j'ai trouvé. À Madrid, tu as eu... Oui, en plus Camara, c'est intéressant sa progression comme ça, parce que de base, il était quand même défenseur central et il a dû s'adapter aux présences des deux gros, Caleta-Car et Alvaro. Et au final, il arrive à s'imposer au milieu et c'est intéressant voilà, pour le futur de l'Olympique de Marseille, surtout que c'est un minot, comme on dit, et aussi de l'équipe de France Espoir, voire peut-être à terme de l'équipe de France A. Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Oui, et puis sur les performances individuelles, on peut pas ne pas parler de Steve Mandanda hier, hein, Complètement, hein. qui fait gagner Marseille, parce qu'effectivement, le Paris Saint-Germain fait pas disons, un match exceptionnel sur le plan de jeu et globalement sur le jeu collectif, mais enfin, encore une fois, les performances individuelles des joueurs du PSG auraient pu permettre à Paris de s'en sortir. Et si Marseille revient avec les 3 points, c'est grâce à son gardien, parce qu'il a fait encore une performance 5 étoiles. Bah, clairement, parce que là, j'ai les XG, les expected goals de understat.com sous les yeux. On voit que le PSG, par rapport à l'OM, c'est 2,22 expected goals contre 0,50 pour l'OM dans ce match. Et notamment il me semble que c'est dès la deuxième minute, je crois, la première parade qui est exceptionnelle à bout portant sur Verratti, alors que Sakai se trouve au marquage. Il y a Mandanda qui fait vraiment une parade. En fait, toutes les parades qu'il va faire pendant ce match sont compliquées à réaliser, mais c'est surtout moi ce qui m'a choqué. Il y en a qui sont presque sur lui, mais c'est la vitesse à laquelle, à 35 ans, il arrive quand même à se mettre au sol extrêmement rapidement. C'est fou de réaliser ça à son âge, je trouve. Oui, et puis il fait ça depuis de nombreuses années. Enfin, là, ça fait quand même plusieurs saisons que l'OM, bon, à part la saison dernière que l'OM est en difficulté, et de très nombreux matchs sont gagnés grâce à Steve Mandanda. Et le problème, c'est il va peut-être durer aussi longtemps que Buffon, mais bon, voilà, il a déjà 35 ans et ça durera peut-être pas éternellement, malheureusement. Alors, on peut aussi rapide retour sur le Montpellier-Nice, qui était très intéressant, et c'est Amalric qui en parle. Oui, donc voilà, j'étais au stade hier, oui c'est ça, pour le Montpellier-Nice. Voilà, premier match de la saison et je savais pas trop à quoi m'attendre, surtout voilà, avec les 5000 supporters, je savais pas trop ce que ça allait donner. Au final, belle organisation du club. On voyait vraiment qu'il y avait aussi que les passionnés présents en tribune. Et donc aussi sur le terrain, donc Nice, je me suis dit, après 2 victoires, avec un mercato quand même très, très intéressant, avec par exemple les arrivées d'Hassan Kamara ou d'Amin Gouiri, aller continuer sur sa lancée. Et j'ai été vraiment, vraiment voilà, extrêmement surpris par l'équipe de Montpellier, puisque voilà, on connaît Derzakarin, il n'est pas forcément un entraîneur qui fait énormément jouer ses équipes. Et là, donc en 3-4-1-2, j'ai trouvé vraiment l'ensemble de l'équipe très intéressante. Que ça soit voilà, les pitbulls un peu au milieu, Ferry et Le Talek, les deux pistons, Souquet et Ristic, très très intéressant, à part pour le début de match de Ristic. Et les deux devant, voilà, Laborde et Delors. Et par contre, c'est la prestation de Savanier qui a vraiment
ébloui la rencontre et on a pu voir à sa sortie, ça a vraiment tout changé. Ouais, 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 je suis cette équipe de d'accord. Montpellier, ouais, elle est à suivre, hein. Et puis c'est une équipe malgré le fait, effectivement, et comme tu l'as rappelé, avec des Zakarian, bon, c'est pas le jeu flamboyant, etc. Mais Montpellier, depuis quelques saisons maintenant, c'est une équipe qui est agréable à suivre, qui peut par moments avoir de bonnes séries et faire déjouer les favoris, les grosses équipes de ce championnat. Et c'est une équipe qui, effectivement, malgré le fait qu'on puisse penser que ce serait une équipe plus défensive, etc., qui, quand on se pense sur les matchs, ben, finalement, il y a quand même du jeu et de sacrés bons joueurs dans cette équipe. Mm. Ouais, c'était surprenant. Moi, j'ai vu rapidement des bribes du match. C'était intéressant, je trouve, de voir Nice face à ce Montpellier, justement. Nice qui avait très bien commencé le championnat. On a beaucoup parlé notamment des recrues, notamment de Guiri. Il y avait le retour de Claude Maurice. Il y a Ronny Lopez aussi qui vient de Séville. Voilà, il y avait le retour en forme de Attal petit à petit. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant et même surprenant en fait de voir ce Nice qui, sur le papier, je trouve, a un effectif supérieur au Montpellier Oui, bien de sur le Derzakarian. papier, bien plus super. Et, C'est ça qui et, était le, vraiment ouais. choquant, justement. Et le pressing enfin, j'ai vu, Amalric, tu t'en parleras mieux que moi, mais le pressing de Montpellier qui a été mis dès Mm. l'entame du match, enfin, on n'a pas vu Nice, quoi. On n'a vraiment pas vu les marqueurs qu'il pouvait y avoir au tout début de la saison. Oui, et puis quand tu vois là au milieu, je trouve que l'association Le Talec Ferry, alors là c'est pas vraiment pour jouer, mais vraiment là pour casser l'adversaire. Voilà, enfin on connaît tous Ferry là de son époque de Lyon, et Le Talec c'est le même en plus grand. Et vraiment voilà la combinaison entre ce type de joueur et d'un autre côté Savanier qui crée énormément voilà, qui crée beaucoup plus le jeu. J'ai trouvé vraiment cette association intéressante. Et aussi, ce qui était vraiment très intéressant côté Montpellierin, c'était la technique sur corner. Donc voilà, on voit beaucoup les corners joués à deux ou les corners balancés dans le tas qui donnent pas grand-chose. Là, bon, ça a visiblement été travaillé à l'entraînement. Il balançait voilà un centre sur un joueur à l'entrée de surface qui était seul. Et donc Benitez a été mis de nombreuses fois à contribution et ça a aussi permis cette technique d'ouvrir le score sur la belle volée de la bande. Et Jordan Ferry qui n'aurait pas fait tâche dans ce classico mis sous le signe de la bagarre. C'est ça. Alors, on peut maintenant faire un petit résumé pêle-mêle des scores qui ont été importants pour cette journée de Ligue 1. Alors, on a tout d'abord le match nul 0-0 entre Lyon et Bordeaux. On peut citer également, le Saint-Étienne-Strasbourg. Saint-Étienne qui fait un bon début de saison avant son match face à l'OM. C'est ça. On voit Le notamment. duel de promu également. La victoire de Lens sur la pelouse de Lorient. Et Ouais, Lens aussi c'était qui un fait un très super bon match. début de saison après la victoire face au PSG. Mm. Ah oui, Super Lens qui match est à emmené regarder par, d'ailleurs. ouais, Lens qui est emmené par une belle. Moi, j'aime beaucoup la relation entre Kakuta et Sotoka, comment ils se sont trouvés là, même contre Lorient. Et franchement, ça fait plaisir de voir de voir Lens pardon, à ce niveau-là et débuter la saison de cette façon. C'est aussi plaisir de voir Lorient. Je trouve qu'il l'année dernière avait fait une très belle saison en Ligue 2 et qu'il y a de vrais bons joueurs comme Wissa, Lefebvre ou Gribisch. J'espère qu'ils vont Ouais, s'en ça fait sortir de plaisir cette défaite de les revoir en Et, Ligue 1 après autant d'années. Et il y a complètement. aussi le Stade Rennais, je trouve, qui confirme. Voilà, on se disait avec la qualification avec les Ligues des Champions, ça allait peut-être changer quelque chose. Et au final, voilà, ils ont gagné de nouveau et ils se retrouvent premiers au classement pour ouais, l'instant. ouais, Rennes, ouais, ben, emmené par un Guirassy surprenant. Voilà, moi, j'avais un peu des doutes quand même avec effectivement l'absence d'Mbaye Niang, avec toute la question sur son transfert ou pas. Je me disais, bon, et ça va quand même manquer de présence devant. Et puis Guirassy, effectivement, là, il a tenu la baraque et même plus que ça, il a fait un très bon match. Flavien Tay aussi qui l'a bien aidé en lui servant des galettes en attaque. Donc Guirassy, ça peut être bien plus qu'un joueur B hein, pour Rennes cette saison. Ouais, non, À franchement. noter Nîmes aussi, Nîmes qui, après son bon début de saison face à Brest, notamment le 4-0 affligé à la bande de Dalloglio, qui, dans ce match, n'a pas spécialement à rougir, quoi. Enfin, Rennes est Mm. au-dessus, Ouais.
mais ça revient au score 2 fois. C'est vraiment pas si flagrant que ça. Non, et puis pour avoir été au Costières plusieurs fois, je trouve que quand même Nîmes est une équipe très, très combative, même si voilà, au niveau des joueurs qu'ils ont, ils ont quand même quelques limites dans le jeu, malheureusement. Et enfin, on peut noter le Monaco-Nantes. Monaco qui débute plutôt bien cette saison, même si c'est pas encore le Monaco de 2017, évidemment. Hein. Mais ouais, non, ça commence bien. Ce 2-1 face à Nantes qui peut vraiment les mettre en forme. Et la superbe partie de Fabregas, je ne sais pas si vous avez regardé ce match, mais qui Non. était vraiment hyper intéressant. Énormément d'ouverture, d'orientation du jeu qui font très plaisir à voir. Et ça fait très plaisir de voir Fabregas encore à ce niveau. Oui, surtout à son âge. Enfin, là, on va dire qu'il a que 33 ans, mais il semble sur le déclin depuis quelques saisons. Au final, il arrive quand même à ressortir des prestations comme ça. Donc ça fait vraiment plaisir pour un joueur que j'apprécie beaucoup. Ouais. Et on peut maintenant passer. Pour terminer sur Vas-y. il y a quand même, c'est anecdotique, voilà, la victoire de Brest sur le terrain de Dijon avec vraiment le deuxième but de son équipe, donc par l'ancien monégasque Irving Cardona, qui a marqué un but, un ciseau en volée absolument fantastique, même irréel au second poteau. Et les images, pour les avoir vues des dizaines de fois, on va pas parler de la saison au bout de la 3e journée, mais c'est quand même exceptionnel. On vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu, parce que c'est vraiment c'est marquant, quoi. Et le LOSC aussi, hein. Le LOSC qui enchaîne cette petite victoire courte mais essentielle contre Metz, avec Luis Araujo qui a offert la victoire au Dog. Donc il faudra compter aussi sur les Lillois cette saison. C'était une victoire qui avait du mal à se dessiner, mais somme toute logique. Et je pense que ce collectif lillois là a confirmé son rang tout simplement. Et je suis d'avis qu'on pourra compter sur Lille encore cette saison. Oui. C'est vrai que ça fait plusieurs saisons qu'ils jouent le haut de tableau. Là, ils ont raté la Ligue des Champions malheureusement à 1 point. Et on se dit que peut-être avec une saison complète, ça se serait passé autrement. Mais bon, je pense que là, ils ont une bonne carte à jouer, je pense, en Europa League, vu l'effectif. Ils ont moyen au moins de passer les poules. Ça serait bien pour eux et évidemment pour l'indice UEFA. Parce qu'on connaît la réussite des clubs en Ligue Europa, des clubs français en Ligue Europa. Mais bon, on verra là d'ici les semaines à venir. Exact. Une carte à jouer aussi pour Leeds sur ce tout début de Première Ligue. On va évidemment s'intéresser aux autres matchs de Première Ligue. Je trouvais que c'était intéressant de s'attarder particulièrement sur celui-ci, qui a été de loin le plus spectaculaire et sûrement aussi le plus attendu dans ce début de saison. Voilà, Thomas, Malry, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce 4-3 de Liverpool face à Leeds? Je trouve que c'est quand même une très belle entrée en matière. Donc voilà, entre le promu qu'on attendait depuis quelques années, et notamment depuis l'arrivée de Bielsa, et le champion en titre. Donc franchement, c'est une première qui a fait plaisir à voir. L'attaque de Leeds, qui a mis en difficulté la regarde des Reds, et donc ils sont sortis grâce à deux pénaltys de Salah. Et je pense que Leeds a une belle carte à jouer cette saison, sans parler de l'Europe, mais je pense qu'elle peut, si elle continue à jouer comme ça, elle assurera son maintien assez facilement. Ouais, belle entrée en matière comme vous l'avez dit. Et puis un match qui symbolise un peu peut-être les deux équipes. Hein. Ça a été, je trouve que c'est de ce que veulent mettre en place les deux entraîneurs qui sont sur le banc. Et c'est le match type, je crois, auquel on s'attendait en voyant cette affiche-là. Et une équipe de Leeds qui n'a pas à rougir de son match contre les champions en titre et, comme vous l'avez dit, qui pourra, à mon avis, avoir sa carte à jouer cette saison en Première Ligue. Une équipe de Leeds notamment qui, comparé à d'habitude, a pour le coup fait preuve de beaucoup de réussite, parce que sur les expected goals, on est à 3,15 pour Liverpool et seulement 0,27 pour Leeds, alors qu'on sait que depuis 2 ans, c'était clairement ça qui faisait défaut chez les Peacocks. Et ça fait plaisir. Hein. Notamment à cause de Patrick Bamford, que j'entendais, qui ratait, qui jouait bien, mais qui ratait quand même beaucoup d'occasions. Il participait au jeu, il était souvent disponible, mais il y avait beaucoup de 1v1 manqués.
C'est ça, donc s'ils commencent à ajouter le réalisme à leur jeu, ça peut être très intéressant. Oui. En tout cas, un match super plaisant. Exact. Si vous ne l'avez pas regardé, n'hésitez pas à aller vous faire. Le replay doit être disponible sur MyCanal. Faites-le vous, parce que vraiment, c'est un super match à regarder. Rapidement, on peut faire également une petite allusion au Tottenham Everton, avec les débuts de Ancelotti et de ses stars. Ouais, de ces 3 nouvelles recrues, Doucouré, Alan et Rodriguez, Rames. Donc voilà, qu'on fait une belle entrée en matière, très belle entrée pour Rames notamment, donc homme du match, et donc premier sur de nombreux au niveau des occasions créées, je crois, et une autre statistique. Et donc peut-être que Everton va enfin obtenir une place européenne. Donc on sait qu'il y a un mec qui recrute énormément ces dernières saisons, qu'ils ont une équipe au final assez intéressante sur le papier et qui s'en sortent jamais. Donc à voir avec Ancelotti ce que ça peut donner. Ouais. Ouais, et, moi, juste peut-être un mot plus sur l'équipe de Tottenham, sur le match. Moi, je suis très inquiet pour cette équipe de Tottenham parce que on a effectivement l'euphorie de l'équipe d'Everton avec ses recrues, etc. Mais quand on regarde le jeu là, de Tottenham, effectivement, j'ai regardé le match et ça me paraît compliqué quand même, hein. Je ne sais pas trop ce que veut faire José Mourinho avec cette équipe. Je vous avoue, j'ai un peu de mal à comprendre. Et les joueurs ne se trouvaient pas. Il n'y avait pas de volonté de jouer ensemble. Les actions qui ont débouché pour Tottenham, c'était souvent des actions qui partaient de pas grand-chose. Il n'y avait pas vraiment de construction dans le jeu, etc. J'ai trouvé un Kane un peu l'ombre de lui-même. Sur les côtés, Lucas et Son, je ne les ai pas bien reconnus. Je vous avoue que cette équipe de Tottenham, pour moi, si en tout cas elle continue sur cette dynamique de jeu, n'ira pas très loin cette saison encore. Ouais. Et Ouais, par ça va être contre, compliqué. son voisin londonien, donc Arsenal réussit beaucoup mieux et a l'air d'avoir trouvé un certain équilibre depuis l'arrivée d'Arteta. Et donc voilà, démarre encore la saison avec un 3-0 face à Fulham, avec un très bon match de la recrue Willian. Donc on dit souvent voilà, que Arsenal c'est l'EHPAD de Chelsea. Et voilà, au final, Willian démarre bien, la recrue Gabriel aussi est intéressante. Et évidemment, les deux compères d'attaque, Aubameyang et Lacazette, qui marquent tous les deux donc pour leur entrée dans la saison. À noter la titularisation plutôt surprenante de El Neni, qui est sorti du placard pour ce match, puisque Ceballos n'était pas totalement disponible. Il venait à peine de revenir en prêt. Qui était sorti du placard au dernier moment par Arteta pour être titulaire. On peut aussi évoquer rapidement le 3-0 de Leicester sur la pelouse de West Brom. Ouais. Je ne sais pas si vous avez regardé le match. Non, j'ai pas eu l'occasion de regarder le match, mais voilà, encore une fois, ils font le travail, hein. Vardy qui met son doublé voilà, sur penalty. Je crois qu'il a égalé ce week-end le nombre de buts en Première Ligue de Drogba, si je me trompe pas. Ouais, ça doit être Donc, ça. Ouais. pour un joueur qui était à l'usine il y a une dizaine d'années, c'est quand même complètement fou comme histoire. Le premier but de Castagne aussi, notamment sous le maillot de Leicester, lui, qui vient d'arriver de l'Atalanta. Ouais, très très bon joueur et il va à mon avis ravir les supporters des Foxes parce que lui c'est un super joueur et peut-être un petit regret quand même qu'il ait quitté la Serie A parce que c'était un joueur qu'on aimait beaucoup voir jouer en Italie. Et on peut passer maintenant au rapide pêle-mêle de la Liga. La Liga qui a fait son retour avec un Eibar Celta Vigo qui s'est soldé sur un 0-0. Pas une super pub pour la Liga ce premier match. Mais bon, ça a été pareil que le Nantes-Bordeaux. Le Nantes-Bordeaux en ouverture de la Ligue 1 cette année, c'était clairement pas le spectacle assuré. Ouais, non, On peut noter aussi Vas-y, excuse-moi. Oui, le début de la saison a été quand même un peu difficile pour tout le monde. Ouais, il y a quand même, à part Valence, aucune équipe qui a dépassé les 2 buts. Il y a quand même 5 équipes à 0 but, 4 équipes à un seul but. Donc voilà, pour un championnat où les joueurs, voilà, les équipes sont censées proposer du beau football, on n'a pas vraiment servi. Mais bon, c'est que le début de la saison. Et on va dire que voilà, ils sont pas, la machine n'est pas encore lancée.
Et aussi le Real et le Barça n'ont pas encore démarré leur saison de leur côté. Ouais, le Barça Elche, le Real Madrid Getafe qui seront du coup reportés à une date ultérieure. Et il y a le Séville Atlético aussi, il me semble, qui est reporté à plus tard. Ouais, prévu pour début janvier, je crois. On note aussi l'upset du week-end avec dans le derby valencien. Donc Valencia qui bat Levante 4-2. Alors bon, ça vous me direz, c'est pas spécialement surprenant, mais quand on s'attarde plus particulièrement aux expected goals, on a Valencia donc, qui met 4 buts avec seulement 1,73 d'expected goals. Donc un fort réalisme quand même pour Valencia qui a perdu Rodrigo Moreno en partance pour Leeds. Et Levante qui reste logique, on va dire, avec 2 buts pour 2,37 d'expected goals. Ouais. Et en plus, la situation de Valence était quand même très, très compliquée. La crise de la Covid-19 a fait très mal au club. Et donc, au final, ils lancent bien leur saison, mais ils ont perdu quand même quelques joueurs cet été. Et le club semblait en crise. Et au final, on espère quand même pour ce grand club espagnol que ça va continuer sur cette lancée. Noté, ouais, Valence qui a perdu notamment, ça je suis pas sûr que ça soit spécialement à cause de la Covid, il me semble que c'est surtout les désaccords qu'il y a eu entre joueurs et dirigeants avec Peter Lim, mais ouais, du coup les départs des deux maillons forts du milieu de Valence, à savoir Parejo et Coquelin, qui sont tous les deux partis Ferran Torres aussi. Et Ferran Torres qui part pour City aussi. Et voilà, donc pour ce rapide pêle-mêle, pour Valence, à noter que devant le stade, il y a eu une grande manifestation en dépit du Covid, enfin de la Covid plutôt, une grande manifestation contre Peter Lim et la direction tout entière qui mène le club très très mal et qui gère le club très mal depuis maintenant 2-3 ans. On va maintenant pouvoir s'attarder rapidement sur la Ligue des Nations, sur cette trêve internationale qui chaque fois rend un peu plus dépressif les amateurs des clubs. On peut s'attarder d'abord sur l'équipe de France. Qu'est-ce que vous avez pensé des 2 matchs? Amalric, tu veux, vas-y. Ouais, non, après les 2 matchs, on va dire qu'on a fait le travail, que ce soit contre la Suède ou la Croatie. Mais c'était quand même difficile. Après, c'était une nouvelle configuration. Donc voilà, il fallait que les joueurs s'habituent. Là, la première Kamavinga fait plaisir parce que même donc à l'échelle internationale, il arrive à jouer aussi qualitativement et simplement qu'il le fait à Rennes depuis plus d'1 an maintenant. Et côté Upamecano, il a marqué son but, mais il y a eu quand même quelques approximations derrière. Mais je pense qu'il a quand même un bel avenir derrière. Et au final, on fait le travail. Donc voilà, on est à égalité de points avec le Portugal et on espère que on va se venger entre guillemets de ce qui s'est passé il y a 4 ans et atteindre les phases finales de cette fameuse Ligue des Nations. Oui, on a hâte quand même de la première confrontation en compétition officielle contre le Portugal depuis 2016. Mais non, c'est vrai que sur les 2 matchs, encore une fois, c'est difficile parce qu'on peut pas attendre de l'équipe de France et des joueurs qui ont repris il y a très peu longtemps des matchs parfaits et sans reproche. Mais c'est vrai que surtout le match contre la Croatie, on a vu quand même une équipe de France très poussive avec un système de jeu qui clairement est à revoir parce que la défense à 3, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ne crois pas vraiment que ça soit une solution pour Dédé parce que les performances individuelles sont pas mauvaises, mais globalement sur l'effet que ça a, l'impact que ça a sur le jeu, j'ai trouvé que si la Croatie avait joué avec un peu plus de justesse, la France ne gagne pas ce match, quoi. Donc, je n'ai pas été satisfait effectivement par le dispositif de Deschamps. Et puis Wissam Ben Yedder, peut-être sur le cas individuel, Ben Yedder, vraiment, je le trouvais en dessous et pas au niveau de ses partenaires la semaine dernière. Par contre, le retour de Martial en équipe de France est intéressant
Et aussi le match de Griezmann, qui a été quand même en difficulté, avec notamment son penalty contre la Suède. Contre la Croatie, il est quand même bien revenu. Et le fait de le voir marquer, ça fait quand même plaisir pour un joueur Bien sûr, ouais, qui surtout n'a au bout de pas ces vécu, saisons. une année facile et qui porte l'équipe de France depuis des années maintenant. Ouais, ouais. Conclusion justement de la superbe action initiée par Martial. Ouais. Et bon, il faudra en montrer plus contre le Portugal parce que contre une équipe qui Mm. a plus de répondants, bien plus que l'ont eu la Suède et la Croatie, il va falloir clairement hausser le niveau de jeu et que Didier Deschamps nous trouve un dispositif tactique plus adapté effectivement à des adversaires qui seront potentiellement bien plus forts. Ouais, surtout que le Portugal a fait 2 premiers matchs très, très intéressants. Surtout qu'ils Oui. n'ont pas vraiment joué avec Ronaldo, qui n'a quasiment pas joué, je crois, ce que j'ai cru Il comprendre. fait il fait le deuxième match Marque un doublé face à la oui, sur le Suède. deuxième match. Ouais, mais le premier contre la Croatie, ils ont quand même été impressionnants. Enfin, Et ouais. face au vice-champion du monde, le 4-1 avec des joueurs comme que ce soit Joao Félix ou Bernardo Silva, c'est quand même une équipe très très intéressante qui va nous donner, je pense, quelques difficultés début octobre. Ouais. Ouais, revoir peut-être ce système face à un autre adversaire, peut-être face au Portugal, ça risque d'être compliqué, on va sûrement souffrir. Après, voir face à d'autres plus petits pays, entre guillemets, en vue de l'Euro l'été prochain, ça reste à voir. Là, on sent vraiment que Deschamps fait une revue d'effectifs, clairement, les appels pardon, de Upamecano, de l'anglais. J'imagine que Koundé va pas tarder non plus s'il continue Oui, sur cet état de forme qui est exceptionnel. c'est vrai. Toujours Moussa Sissoko, toujours présent évidemment, ça fait toujours plaisir. Sissoko et Giroud, Euh, c'est les ouais, éternels. toujours. Ils partiront avec Deschamps. Digne, j'étais un peu déçu. Moi, j'aime beaucoup Lucas Digne du côté d'Everton. Il pourrait apporter à beaucoup de plus grands clubs, je trouve, notamment au Barça qui peut prêcher pour l'après Jordi Alba. On voit que C'est vrai qu'il Firpo a, a pas donné satisfaction. À Everton, je trouve Digne est vraiment très intéressant. oui, il a bien progressé parce que ça soit au PSG ou même son temps au Barça, c'était quand même pas au niveau. Bon, après, Everton est quand même un club d'un moins gros calibre, mais Ouais. Mm. j'ai l'impression que de ce que j'entends, il s'améliore de jour en jour et il atteint vraiment un niveau très intéressant maintenant. Ouais. Et il ose de plus en plus, hein. Mm. Notamment offensivement, on sent qu'il monte beaucoup plus que. Donc, du coup, dans ce rôle de piston gauche, ça peut être très intéressant. Mm. Ouais, et Ouais. puis je trouve qu'il a gagné aussi un peu en endurance parce que souvent il avait tendance à baisser, à plus se replier en défense sur les dernières demi-heures des matchs et il a gagné un peu en endurance et il a plus de coffre et ça lui permet d'être tout simplement plus compétent, plus polyvalent et d'être un meilleur joueur. Au milieu, on parlait de la performance de Kamavinga avec Nzonzi au milieu. Donc, on avait un milieu 100% rennais. Ça fera plaisir Oui. à toute la Bretagne, évidemment. Ouais, non, Kamavinga, que j'ai trouvé hyper intéressant. On sent vraiment que le joueur peut faire partie, à partir du moment où il peut faire partie des 10 meilleurs milieux du monde sans aucun souci. Il a vraiment tout ce qu'il faut pour réussir, je trouve, dans le monde actuel du foot. C'est un 6 à la base, hein. Ouais. Les Rennais seront plus au courant que moi, mais je l'ai rarement vu jouer avant la saison passée. Mais il me semble que ouais, il commence vraiment en tant que 6 et petit à petit, on voit qu'en fait, Il est il peut plus en jouer 8. parfaitement 8. Il peut jouer Et non, vraiment je l'avais même plus découvert haut. avec un Lyon, non, avec un Rennes Paris l'été 2018, je crois. Et il m'avait déjà impressionné à l'époque. 2018 non, 2019, pardon. L'année dernière, ouais. Ouais, l'année dernière, et enfin, je l'avais découvert là, il m'avait vraiment il m'avait impressionné. Et on voit qu'il continue sur cette lancée. Et s'il gère bien la suite de sa carrière, puisqu'il était lié au Real, ça ferait peut-être une un peu trop grosse marche. Donc voilà, j'espère qu'il gérera suffisamment bien pour qu'on le voit sur les pelouses, et notamment avec l'équipe de France pour les 15 prochaines années. Autant, tu vois, j'aime souvent bien dire qu'il faut du temps pour qu'un crack, une pépite vraiment explose et tout.
Autant je trouve que Camavinga presque a déjà le niveau pour être au Real, quoi. Enfin, je trouve vraiment d'une sérénité qui est presque affligeante, quoi. Ça Ouais. fait peur. Il est plus jeune que moi et j'ai vraiment l'impression que si on me mettait demain sur le terrain face à la Croatie, j'aurais clairement pas son niveau, ça je pense qu'on peut tous le dire. Oui, au Et niveau de ouais, la il est d'une sérénité, sérénité, c'est quelque chose de fou. On parlait de Camara tout à l'heure. Cette mm, génération de l'équipe de France, comme avec ouais. un Koundé ou un Upamecano aussi, c'est très très serein dans les grands moments, alors que ça pouvait être le petit défaut qu'on pouvait Ouais. trouver aux générations précédentes. Oui, surtout que là, l'avantage, c'est que Rennes joue avec des champions, et donc Kamavinga pourra vraiment se tester, on va dire, au très très haut niveau, même s'il vient de le faire là, avec l'équipe de France. Et je pense que même si on le sait déjà, on aura la certitude qu'il est capable de viser bien bien plus haut dès la saison prochaine. Ouais. Ouais, c'est vrai que le fait qu'il y ait la Ligue des Champions à Rennes, ça va lui, comme tu as dit, hein, ça va lui permettre de se tester contre les plus grosses équipes. Et puis le plus important pour lui, comme on avait suivi les joueurs qui ont eu une éclosion impressionnante, le dernier en date, ce serait Mbappé, c'est avoir la tête sur les épaules bien fixée. Et Kamavinga, en tout cas, a l'air de l'avoir. Et plus que son talent, c'est ça qui fera de lui un très grand joueur dans les années à venir. C'est vrai. Et aussi Donc, pour ouais. continuer sur l'équipe de France, qu'est-ce que vous avez pensé du retour d'Adrien Rabiot en sélection après la polémique de l'avant Coupe du Monde? Bah, et le retour d'Adrien Rabiot en sélection, d'un point de vue sportif, c'est totalement logique parce que Adrien Rabiot fait une deuxième partie de saison à la Juve et où il est quasiment le meilleur milieu de terrain de la Juve. Donc c'est quand même assez impressionnant. Impressionnant, oui, impressionnant un peu moins quand on a vu le niveau des milieux de terrain de la Juve cette saison. Mais Rabiot, très honnêtement, s'est entraîné et a gagné les faveurs de Sarri, qui en général n'est pas tendre avec les joueurs qui Ouais. ne respectent pas les consignes à l'entraînement. Il a gagné sa place, même s'il y avait peut-être pas forcément d'autres choix pour Sarri, il a quand même gagné sa place. Il a quand même été titulaire sur toute la deuxième partie de la saison. Et son retour en équipe de France n'est qu'un appareil rendu sur le plan sportif. Alors, je n'ai pas envie de m'étaler effectivement sur la polémique d'avant Coupe du Monde. Bon, ça, c'est autre chose. Mais sur le plan sportif, Rabiot a sa place. Et il peut être un atout supplémentaire pour Deschamps parce que c'est un joueur qui est vraiment complet, qui apporte quelque chose techniquement. Il est bon et je crois que c'est un vrai plus pour l'équipe de France. Je suis d'accord. Ouais. Non, Notamment dans la revue d'effectifs dont on parlait tout à l'heure, voilà, le mindset la mentalité de Deschamps en ce moment, ça a l'air d'être plutôt ça, cette revue d'effectifs, de voir, bon, ok, sur les trêves internationales qui arrivent, je vais faire une large revue d'effectifs en vue de l'Euro qui arrive. C'est bien, je trouve, de revoir Rabiot en France sur le point de vue sportif, comme tu l'as dit. Comme ça va être bien aussi de revoir Kamavinga, comme ça va être bien de revoir l'anglais, de voir, on l'espère, Jules Koundé dans peu de temps. ouais. Notamment le milieu. Je viens de penser à l'idée d'un milieu Kamavinga-Pogba qui me donne très très envie quand il sera remis du Covid. Et Ouais. ouais. Oui, je pense que pour la prochaine trêve en octobre, on aura quelque chose d'intéressant. Et puis voilà, j'espère que Deschamps fera une belle revue d'effectifs parce que le problème de l'Euro, c'est qu'il va démarrer pas très doucement parce qu'on aura quand même l'Allemagne et le Portugal en poule. Ouais. Le Et- Portugal, justement, on a parlé rapidement de ce 4-1. Est-ce que vous voyez l'équipe de France, hein, mettons qu'on garde la même sélection ou qu'on rajoute, Pogba, vous pensez qu'on peut faire un bon résultat? c'est toujours un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que euh, ça dépend plus de l'équipe de France que du Portugal, je crois, parce que le Portugal a montré qu'ils étaient prêts, que les joueurs étaient pleinement rentrés dans leur saison et que surtout contre la Croatie, ils ont livré une grosse performance. Et on peut la mettre évidemment en relief avec ce qu'a fait la France contre la même équipe. Et là, il y a de quoi s'inquiéter. Maintenant, effectivement, c'est toujours pareil. Sur le terrain, sur le papier, la France part avec des individualités quand même supérieures, même si cette équipe du Portugal est composée d'excellents joueurs. Et au-delà effectivement d'une équipe plus forte que l'autre, c'est la confrontation qui va être exceptionnelle. Je l'espère parce que ces deux équipes qui se retrouvent à un niveau avec un Portugal qui revient très très bien
et une équipe de France qui a tout approuvé encore en ce début de saison. J'ai vraiment hâte de voir ce match et la France a largement les armes, mais encore faudra-t-il bien les utiliser. Oui, surtout qu'il y aura une confrontation aller-retour. Enfin, pas vraiment aller-retour, mais voilà, il y aura deux matchs de Ouais. Portugal-France. Et je pense que déjà aussi, ça serait important, on va dire, de s'imposer maintenant pour un peu rentrer dans la tête des Portugais en vue de l'Euro en juin prochain. Ouais. Ouais. Ouais, Mm. ouais. Donc en juin prochain, on l'a dit, on affrontera notamment l'Allemagne et le Portugal. L'Allemagne qui a fait un retour à la compétition avec ce match nul face à l'Espagne, choc des cadors de Ligue des Nations dans ce groupe-là. 1-1, un match intéressant, plutôt équilibré, malgré le fait que l'Espagne soit parvenue seulement à la 95e minute sur un but de José Luis Gaya. On parlait tout à l'heure de Valence, justement. José Oui, Luis Gaya qui met un but donc à la 95e minute pour sortir l'Espagne du pétrin allemand. c'est ça. Et par contre, l'Espagne qui s'est quand même bien repris au second match contre l'Ukraine, contrairement à l'Allemagne qui n'a pas su s'imposer contre la Suisse. Donc voilà, l'Allemagne, après deux matchs, se retrouve sans victoire. Donc voilà, un Ouais. retour à la compétition un peu difficile. Et puis aussi les Anglais, hein, pour avoir suivi leurs deux rencontres, non, honnêtement, une équipe d'Angleterre très très décevante. Dans son premier match déjà contre l'Islande, où ils ont effectivement ce penalty, où les Islandais auraient même pu revenir avec leur penalty en fin de match raté. Une équipe anglaise qui est très très prometteuse vraiment parce qu'il y a des grandes qualités individuelles dans cette équipe d'Angleterre. Mais les deux premiers matchs des Three Lions, honnêtement, c'est même au-delà de ça, c'est inquiétant parce que les Anglais là sont pas du tout rentrés dans leur match. Et c'est aussi un peu ce que j'ai ressenti sur les matchs de Première Ligue, pour prendre les Anglais un peu individuellement. Je parlais d'Harry Kane tout à l'heure. Ouais. Ils ne sont pas rentrés dans leur saison. Un très bon Calvin Phillips qui honorait sa première titularisation, qui justement lui pour son retour à la compétition avec Leeds a fait un super match face à Liverpool dont on parlait tout à l'heure. Ouais. On peut évoquer l'Italie aussi. Thomas, Oui, si oui, tu oui. as suivi les deux matchs. Mais oui, l'Italie qui a fait un match, j'ai envie de dire, pépère contre la Bosnie. Un match nul, bon, globalement mérité. Hein. L'Italie aurait pu remporter la rencontre, mais enfin, un départ un peu poussif, mais pas vraiment inquiétant. Et l'Italie a prouvé que ce match n'était bien que le warm-up pour aller s'imposer contre cette belle équipe hollandaise. L'Italie qui je crois même frappe fort en gagnant contre les Pays-Bas parce que c'est un match qu'ils ont maîtrisé de bout en bout avec deux belles équipes. Et l'Italie qui sort vainqueur d'une confrontation contre une équipe supposée un peu plus forte ou du moins du même niveau, c'était c'est pas fréquent finalement ces dernières années. Et là, l'Italie, je crois, frappe fort à nouveau parce que l'emporter contre les Pays-Bas, l'équipe effectivement peut-être la plus attendue un peu de cette Ligue des Nations et peut-être de l'Euro à venir, l'Italie se place parmi les favoris et c'est déjà bien parce que voir de là où revient l'Italie, se placer Ouais. parmi les nations favorites, et je crois que l'Italie fera partie des favoris de l'Euro 2020, enfin 2021, c'est une certitude. Et à noter aussi en Italie le transfert de Tonali à Milan quand même, parce que ça c'est une info importante. Tonali qui a signé à Milan, ça c'est un joueur à suivre. On avait eu du plaisir à suivre Tonali la saison passée. Il nous avait régalé. Peut-être on l'appelle le futur Pirlo, toujours rapide les Italiens à faire les comparaisons, mais Ouais. ce joueur il est bourré de talent. Et à Milan, il est en train de se construire quelque chose d'intéressant au-delà de Tonali et ce sera à suivre avec toute cette équipe des Rossoneri la saison prochaine. Oui, surtout Et puis qu'il aussi, il retourne dans son club de cœur. Voilà, qu'il bien avait sûr, exact. Et dès ses puis, 10 ans, il en parlait déjà. Là, il est ouais. allé appeler Gattuso pour récupérer son numéro. Donc, on espère une belle histoire entre Tonali et le Milan. Et puis un petit dernier mot sur Barella aussi, qui a marqué le but vainqueur contre les Pays-Bas. Barella, lui, c'est le crack italien du moment, qui ravit effectivement Antonio Conte et l'Inter. Les joueurs de l'Inter en conviennent d'ailleurs. Barella pourquoi pas dans quelques peut-être semaines ou mois ou
je l'espère moi cette saison, endossera aussi le brassard du capitaine du côté de l'Inter parce que c'est un joueur qui, en plus de ses qualités techniques et de son apport sur le jeu, est un leader. Il est un leader. Il y avait une vidéo qui avait été postée sur Twitter de vestiaire de l'Inter. Je crois que c'est en Europa League en demi-finale ou en finale, je ne sais plus. Il y a aussi cette âme de leader et Nicolo Barella, ça va être un joueur également à suivre parce qu'il est plein de talent et en plus avec cette âme-là de capitaine, ça peut faire des étincelles. Et il y a aussi Zaniolo, malheureusement, qui a subi sa deuxième blessure au ligament croisé. Et c'est dommage parce que c'est un joueur qui est quand même très intéressant, qui montre de belles choses à la Roma. Et voilà, on espère qu'il va sortir de ce cercle de blessures. Mais bon, malheureusement, c'est compliqué quand même. Sur le long terme. Ça me permet aussi de parler de mon petit chouchou de Liga l'année passée, Chimi Avila de Osasuna, qui était lié au Barça, qui était à Osasuna, mais dont on parlait au Barça avant la signature de Braithwaite en janvier. Et il s'est fait les croisés pile à ce moment-là. Il est revenu en profitant du confinement pour se donner à fond. Et là, il est revenu malheureusement trop tôt apparemment, puisqu'il s'est fait les croisés de l'autre genou, malheureusement. Donc voilà, comme Zaniolo, on espère tous les deux que leur progression sera pas trop stoppée par ces deux grosses blessures qu'on espère être le moins grave possible. Et rapidement, on peut évoquer aussi les Pays-Bas pour leurs 2 premiers matchs. On l'a évoqué avec l'Italie, leurs 2 premiers matchs sans Koeman, qui du coup, au bilan plutôt mitigé pour l'instant. Une victoire 1-0, une défaite 1-0. Large domination face à la Pologne quand même avec le but de Bergwijn qui arrive plutôt tard à l'heure de jeu, mais qui laisse transparaître quand même une domination claire. Il y a 14 tirs à 2, donc c'est vraiment 64%, 36% de possession. Les Pays-Bas sont clairement un des favoris, ou disons le favori légèrement en dessous, quoi. Il fait partie du groupe dont on parle beaucoup pour l'Euro, et ce départ de Koeman dont on avait parlé dans le premier podcast, peut clairement les fragiliser, et c'est bien dommage après tout ce qui s'est passé pour cette sélection. Après, ils ont quand même un peu moins d'1 an pour s'en remettre et s'adapter au nouvel entraîneur. Et voilà, l'équipe, ça reste la même. Il y a quand même des individualités très intéressantes. Et bon, on verra à l'Euro à l'été prochain. Notamment avec, on parle des Pays-Bas, la signature de Van de Beek à United qui a été officialisée il y a peu, et on espère le voir le plus rapidement possible avec Manchester. Ouais, le milieu Pogba, Fernandes, Van de Beek devrait faire les étincelles. Comme le Pogba Camavinga, je pense qu'on va vite regarder ce que ça donne, parce que ça va être très très intéressant. Bon voilà, il est temps pour nous de vous laisser. Si je peux conclure, juste, j'y pensais tout à l'heure. On est passé vite à la fin du match du PSG. Moi, j'avais juste deux petits trucs qui me sont revenus. Le premier, on n'en a pas parlé parce qu'au-delà un peu du chaos de ce match-là, si on peut ressortir quand même un point positif, c'est les débuts de Florenzi, parce que je crois qu'on l'a vu tout de suite dès les premiers ballons. Florenzi, c'est salutaire pour le Paris Saint-Germain. Paris et ses entraîneurs, ses dirigeants vont enfin voir ce que c'est que d'avoir un latéral droit, et ça va changer beaucoup de choses d'avoir un latéral droit, quelqu'un qui sait défendre, qui sait centrer, qui sait jouer le hors-jeu. Florenzi, c'est un joueur qui est extrêmement intéressant, qui se bat, qui mouille son maillot. D'ailleurs, j'en voulais un petit peu à Tourelle de ne pas l'avoir fait sortir parce que on voyait que dès la 60e, 65e, il commençait à tirer la langue, et c'est dommage de le cramer aussi rapidement. Mais Florenzi, il est sorti sur la fin du match. Ouais, il est sorti sur la fin du match. Après avoir demandé expressément de le sortir. Ça, il tirait la langue depuis un moment, et en tout cas, Florenzi, ça va être, je crois, un pion essentiel de cette équipe du PSG. Et puis sinon, juste un mot quand même, parce qu'on n'en a pas parlé, c'était quand même central sur ce match et aussi sur cette journée de Ligue 1, c'est l'arbitrage. On peut parler quand même de l'arbitrage du match d'hier soir. Moi, je vais pas reprendre ce qu'a dit Leonardo, parce que il faut pas se cacher derrière l'arbitrage sur la performance du PSG, etc. Mais effectivement, quand on sait que Clément Turpin ou Le Sage, etc., étaient sur des matchs un peu mineurs, et qu'on nous met un novice sur un classique, c'est toujours quand même compliqué. Non seulement c'est pas directement vers l'arbitre, mais on a cette fameuse VAR, on en a parlé quand même 1000 fois,
qui ne sert à rien parce qu'il ne sert même pas à corriger les erreurs. On a un but qui était normalement qui aurait dû être accordé à l'OM. Imaginez que ce match finit en un partout. Quel scandale ça aurait été pour l'OM. Complètement. Encore une fois, et puis le match dégénère à cause du comportement des joueurs, et ils sont les premiers responsables, mais aussi l'arbitre ne doit pas, contrecarrer la nature des joueurs de s'énerver et de finir en baston, mais il doit faire en sorte aussi de contrôler son match. Il ne l'a pas fait, il a sorti beaucoup trop de cartons jaunes sans mettre de rouge trop tôt, il a laissé trop de laxisme, si vous voulez, au début du match, et le carton jaune n'est pas signe, quand vous voyez qu'à la mi-temps, vous avez déjà mis 7 ou 8 cartons jaunes et que la tension ne redescend pas, il faut finir par mettre un rouge pour l'exemple. Il ne l'a pas fait et c'est à regretter. Et juste aussi pour la VAR, juste dernier mot, Monaco-Nantes, le but refusé à Nantes, encore une fois, on a une image qui est quand même qui parle d'elle-même. Enfin, je veux dire, on se met tous les trois, les amis, sur un canapé, et on est capable de dire que le Nantais, je ne me rappelle plus malheureusement du joueur, mais le Nantais n'était pas hors jeu. C'est évident. Alors, on nous explique qu'ils ont des images que nous, on n'a pas, ce qui serait scandaleux si la Ligue 1 devient l'Allemagne de l'Est, il faudra nous le dire. Mais enfin, il faut qu'on ait toutes les images, ou alors il faut arrêter de nous montrer ces images arrêtées au millimètre, parce que ce qu'on oublie de dire, c'est que non, c'est pas la machine qui fait les calculs, etc., puisque qui arrête l'image au moment de faire pause, c'est bien un réalisateur, c'est décidé dans le quart directement. Voilà, donc si vous voulez, on est en train de tuer l'essence même de l'action offensive avec ces hors-jeux qui sont refusés. Vous pouvez parler des Anglais qui refusaient des hors-jeux pour quelques millimètres, mais maintenant nous, on ne refuse pas des hors-jeux pour quelques millimètres, on refuse des buts qui sont pourtant réguliers, et il faut vraiment arrêter ce cercle parce que ça commence à être vraiment pénible. Ouais, pour revenir rapidement sur le Classico, tu as raison, on a vu dès le début que Michael Lesage, clairement, non, pas du tout Michael Lesage, Jérôme Brizard, qui a clairement perdu le match dès le début, quoi. Dès le début, on sent il y a une tension rapide entre Payet et Neymar, il y a beaucoup de mots qui sont échangés. Il y a, comment il s'appelle, Amavi qui fait tomber Verratti à un moment aussi en lui prenant la jambe. Il y a le tacle assassin de Di Maria sur Payet à la fin du match qui peut lui aussi mériter un rouge. L'entrée de Paredes, il faut en parler de l'entrée de Paredes. L'entrée de Paredes qui rentre c'est aberrant. Pour décrocher un contrat à la WWE. C'est complètement fou, et effectivement, je ne sais plus qui disait ça, mais quand on en entend certains qui comparent le vice de Thiago Motta à celui de Paredes, non, il ne faut pas comparer vice et la bêtise humaine, parce que... Le tac de Gay aussi qui... oui, absolument. Carton jaune absolument pas justifié. C'est un tacle propre, très propre même. Et qui met le carton là-dessus, ça se voit qu'il a vraiment pas du tout maîtrisé son match, qu'il a vraiment perdu le fil au fil des minutes, et on a vu ce que ça a donné à la fin. Et aussi l'absence d'utilisation de la VAR qui a été utilisée pendant je sais pas combien de minutes pour vérifier le but de Thauvin, et qui est même pas utilisé, même pas un appel pour le but de Benedetto. C'est assez incompréhensible. C'est complètement c'est toujours deux poids deux mesures, c'est absolument incompréhensible. J'ai vu un tweet passer également qui disait pourquoi est-ce qu'on n'a toujours pas de commission arbitrale qui nous évoque les erreurs manifestes ou pas qu'il y a eu pendant la journée de Ligue 1. Je trouve que ça serait une bonne idée. Il y a par exemple en NBA, je ne sais pas si vous le suivez, il y a le compte, il y a un compte officiel, c'est NBA Referees, donc la compte des NBA arbitres, qui évoque à chaque fois qu'il y a une décision plus que litigieuse ou quoi, dans les 24 heures, il y a un communiqué qui sort ou un arbitre officiel qui nous présente sur une vidéo pourquoi l'arbitre a fait telle ou telle décision, est-ce qu'il y a eu une erreur dans l'arbitrage. Je trouve que déjà, ce serait une très bonne chose que ce compte Twitter ou que cette commission existe pour qu'on ne laisse pas les gens dans la certitude, presque dans le complotisme, parce qu'il y a des moments où, évidemment, le clubisme fait qu'on peut se dire que tout est contre son club. Même pareil pour l'utilisation du micro pour un arbitre. Ça marche très bien en rugby. Ça a marché très bien pour la Coupe de la Ligue. Il me semble que c'était en Coupe de la Ligue. Ça avait très bien marché pour le PSG OM, où il y a notamment la phrase de Brandao où il dit qu'il n'a pas touché. Ça permet réellement le dialogue, je trouve, et ça permet à tout le monde de comprendre mieux les actions.
Ouais. Après, l'idée du micro, d'accord. Après, bon, effectivement, la commission qui vient regarder les décisions arbitrales, etc. Moi, je sais pas, parce qu'on va pas refaire les matchs, on va pas changer les décisions. Les gens voient si l'arbitre s'est trompé. Bon, on a le droit de se tromper, mais ce qui devient en fait ce qui cristallise encore plus, si vous voulez, aujourd'hui avec les erreurs des arbitres, c'est que ils sont censés ne plus faire d'erreurs, parce qu'on nous a expliqué qu'il y aurait plus d'erreurs, alors que les discussions aujourd'hui elles sont encore plus violentes que les dernières années avant, quand il n'y avait pas la VAR, Ouais, ils sont puisque plus focalisés. on parle des erreurs de l'arbitre et ensuite on parle des manquements et des absences de la vidéo. Et que les types qui sont là en train de gérer la vidéo ne sont pas d'accord entre eux, ne sont pas d'accord avec l'arbitre central, etc., etc. Donc c'est un espèce de flou artistique total, et la VAR, je crois, cristallise encore plus les supporters et les fans de foot contre les arbitres, parce que nous sommes moins indulgents depuis qu'il y a la VAR envers les arbitres, et c'est pas pour ça qu'ils font moins d'erreurs. Donc le sentiment de défiance contre les arbitres a été augmenté avec la VAR, et c'est encore une fois un argument que les anti-VAR, comme j'étais au début, on était ridiculisés pour ça, mais enfin, on voit aujourd'hui que ça se symbolise concrètement. Bon, voilà, après ce retour expéditif sur le Classico et sur l'arbitrage en général, c'est pour nous le moment de vous quitter. Cette semaine, on a des matchs reportés dont on vous parlera bien évidemment bientôt, avec les retours de la première journée pour Lyon, Paris et Marseille notamment. On a le retour de la Bundesliga vendredi, avec notamment le Bayern, champion en titre et champion d'Europe en titre évidemment, qui recommence face au Schalke 04. Et on a la Serie A qui reprend également avec Fiorentina Oui, Torino et un tous Hellas devant la télé, Vérone Rome. le 19 septembre. Voilà, c'est pour nous le moment de conclure. On vous remercie à tous de nous avoir écoutés pendant cette heure de dialogue. Merci à tous. N'hésitez pas à partager, évidemment. Voilà, partagez, parlez-en à tout le monde. Faites écouter un maximum. Donnez-nous, évidemment, le plus de retours possible. On vous embrasse à tous. Au revoir. Bonne Au revoir. soirée.